C'est vraiment un honneur pour moi que de venir converser avec vous tous sur un sujet qui porte finalement sur la décolonisation du savoir juridique. Et pour ne pas tenir des propos trop abstraits, des propos trop aériens, j'aimerais, à partir de l'exemple des droits de l'homme, proposer un modèle de déconstruction, proposer un modèle de décolonisation. Pourquoi les droits de l'homme? Parce que les droits de l'homme transportent une idée de civilisation universelle, renseignent sur la démocratie, les droits de l'homme renseignent sur les capacités de l'État, sur la bonne volonté de l'État, sur l'État de droit et renseignent aussi sur ce qui permet de faire nation, sur ce qui permet de faire société. Et je trouve que c'est un bel angle d'attaque pour parler de la décolonisation du savoir juridique, parler des droits de l'homme. Et donc, je vous proposerai très modestement une communication, des idées en tout cas, des idées par rapport à une épistémologie africaine des droits de l'homme. J'essaierai de faire la promotion d'une épistémologie africaine des droits de l'homme, histoire de dire que finalement, les droits de l'homme doivent échapper à cette tendance hégémonique, cette tendance de captation occidentale, et que effectivement, dans les civilisations africaines, il doit y avoir une dynamique d'appropriation panafricaine de l'idée même des droits de l'homme, de la notion même des droits de l'homme, pour apprêter un contenu socialisé, un contenu situé, un contenu localisé, endogène par rapport aux valeurs culturelles, anthropologiques africaines, à cette idée des droits de l'homme, et ne pas avoir un regard trop distant par rapport aux droits de l'homme, considérer que les droits de l'homme transportent nécessairement une idée de civilisation de l'universel, alors que je trouve qu'effectivement, qu'en matière des droits de l'homme, il y a aussi cette idée d'adaptation, de culturation, de tropicalisation. Donc, et pourquoi le thème des droits de l'homme aussi? Parce que c'est un thème qui est d'actualité manifestement au Sénégal. Tant il est vrai que les atteintes aux droits fondamentaux sont légion au Sénégal. Les arrestations, je pourrais même parler de rafles plutôt que d'arrestations pour des raisons politiques, pour des opinions politiques, de la liberté de manifestation qui est devenue chimérique au Sénégal, avec une conception que les préfets, les gouverneurs, les autorités déconcentrées de l'État, une conception spécieuse qu'ils sont de l'ordre public, et jamais les conditions ne sont remplies pour interdire des manifestations, mais ils interdisent quand même des manifestations, avec la liberté d'association qui est piétinée au Sénégal. La dissolution du parti PASTEF le prouve, en méconnaissance totale des règles les plus élémentaires du droit administratif et du contentieux administratif. La liberté de participation aux élections qui est remise en cause. Ici ou là, on parle de spectre de la radiation de Ousmane Sonko, pour dire à quel point la participation aux élections est devenue problématique. Je ne parle même pas des barricades sans base légale de domicile privé, barricades de partis politiques. Enfin, les exemples sont légion pour démontrer que le Sénégal sort du carcan de l'état de droit par la violation des droits de l'homme. Donc, parler de droits de l'homme, c'est quelque chose qui me semble assez fondamental, parce que les droits de l'homme, plus qu'une catégorie juridique, renvoie davantage à un paradigme qui questionne le degré de préparation de nos États à la démocratie, qui questionne l'existence d'un État social, qui questionne l'existence d'un État-providence, d'un État capable. Et l'État social, l'État-providence n'est pas seulement, exclusivement un État redistributeur de richesses économiques, c'est aussi un État qui est garant des droits fondamentaux. Ça, on oublie de le dire. L'État social, l'État-providence ne se lie pas qu'en matière économique, en matière de redistribution, mais se lie aussi en termes de garant que l'État doit être des droits fondamentaux, parce que l'État est le principal débiteur de la promesse des droits de l'homme, à travers les textes internationaux que l'État a ratifiés, à travers la relation que l'État entretient avec l'individu, qui doit être arbitrée également au profit de l'individu, à travers l'évitement de l'État arbitraire. Donc, l'État est doit être le garant des droits de l'homme. Et lorsqu'il y a, comme au Sénégal, il faut le dire, des violations répétées, massives, récurrentes des droits de l'homme, et on parle même, au-delà des droits de l'homme, de violations du noyau dur des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité, attaques généralisées ou systématiques contre toute population civile, à travers tous les
toutes les personnes finalement qui sont tombées lors de simples manifestations, ça interroge sur l'ancrage du Sénégal dans le modèle de la démocratie, l'ancrage du Sénégal dans le modèle des droits de l'homme. Donc, on le voit bien. Je voulais camper le décor. La question des droits de l'homme est discutée au Sénégal, mais je trouve que ce n'est pas une question c'est pas un thème qui est questionné. Et les droits de l'homme sont discutés, mais pas assez questionnés. Questionnés de par l'ontologie des droits de l'homme, questionnés de par la philosophie des droits de l'homme, questionnés de par l'essence des droits de l'homme qui doit avoir, je le répète, une philosophie africaine aussi. Les droits de l'homme doivent avoir une philosophie africaine. Les droits de l'homme ne doivent pas échapper à ce mouvement, cette tendance de décolonisation du savoir juridique. Au contraire. Et en creux se pose la question de l'universalisme systématique des droits de l'homme. Faut-il décoloniser certaines catégories afin d'adapter le corpus des droits de l'homme aux réalités socio-anthropologiques africaines? Je le pense. Et c'est le but de cette communication. Et donc, on va aborder la question des droits de l'homme et pour avoir un propos qui rentre intégralement, complètement dans le champ de la discussion depuis ce matin. L'idée est de dire que les droits de l'homme doivent être un instrument de résistance épistémique à une conception hégémonique, une conception occidentale des droits de l'homme. Et pourquoi? Un constat. Les droits de l'homme ne sauraient échapper à cette dynamique de réappropriation africaine, panafricaine, du savoir juridique, afin que le droit cesse d'être un outil colonial de domination. Il est vrai qu'aux indépendances, les contours de l'État colonial n'ont pas été finalement déchirés, si bien que la révolution juridique tant attendue n'a pas eu lieu. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui. La nécessité, c'est de décoloniser, de se réapproprier. Décoloniser parce que les droits de l'homme se situent sur le terrain des valeurs. Les droits de l'homme se situent sur le terrain des imaginaires moraux, sur le terrain de ce qui fait société. Et l'idée même des droits de l'homme renseigne forcément, nécessairement sur une quête identitaire, une introspection sociologique sur les fondamentaux d'une nation, sur les fondamentaux d'une société. Et donc, ce n'est pas une question désincarnée, ce n'est pas une question que l'on peut transplanter d'une civilisation à une autre. C'est une question qui est située. Et je nous donne des exemples pour être plus précis. Les notions de liberté, la notion de l'égalité, la notion de droit, de devoir. Et quand on parle de devoir, il faut dire aussi que c'est une originalité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, avec et la Charte partage cela avec les États de l'Amérique du Sud. C'est une originalité africaine. Et donc, la notion d'égalité, de liberté, de droit, de devoir renvoie à des catégories en Afrique qui doivent être nécessairement socialisées, adaptées, localisées. Sinon, le risque, c'est que ces catégories, ces principes deviendraient de simples pétitions de principes. Et donc, il y a une nécessité en Afrique de socialiser les droits de l'homme. Socialiser et ne pas penser les droits de l'homme à partir d'un référent épistémique universel qui serait occidental. C'est ça l'idée de la décolonisation. Et donc, parce que l'Occident, il faut le dire, l'Occident propose une approche unilatérale des droits de l'homme, polarisée, centrée sur l'individu, fondée sur l'humanisme occidental. Et cette proposition serait nécessairement ignorante de l'anthropologie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a voulu prévoir, de manière tout à fait atypique, à côté des droits, la notion de devoir pour prendre en compte les réalités socio-culturelles africaines. Et la notion de devoir qui est un attribut du droit traditionnel négro-africain. Les devoirs de l'individu à l'égard du groupe, les devoirs de l'individu à l'égard de l'État, de la nation, de la famille surtout, qui est une institution négro-africaine avec un contenu différent de la famille nucléaire occidentale, pour dire à quel point il y a une nécessité de socialiser les notions, de socialiser, de tropicaliser, de situer les notions. Il est donc difficile, vous l'aurez compris, il est donc difficile de dire que les droits de l'homme réussissent systématiquement, nécessairement, à travers tous ces principes, à capturer l'universel. Oui, il y a une part d'universel dans les droits de l'homme, mais tout n'est pas universel dans les droits de l'homme. On peut dire que les questions civiles et politiques qui correspondent à la première génération des droits de l'homme sont des questions universelles. Dans toute société, l'homme doit voter, la femme doit voter, l'individu doit voter.
Dans toute société, il doit y avoir la garantie de la liberté de manifestation. Dans toute société, il est impossible de barricader le domicile privé du principal leader de l'opposition. Dans toute société, il est impossible d'essayer de dissoudre de manière assez fallacieuse et à rebours du droit un parti politique comme PASTEF suivant les conditions de la dissolution. Donc ces droits-là, civils et politiques, première génération, ce sont des générations, ce sont les droits de 1789, ce sont des droits qui doivent être universels. Parce que tout État doit être en mesure d'assurer la réalisation et l'effectivité des droits civils et politiques. C'est cela même, finalement, la définition de la démocratie. La démocratie se définit par la garantie des droits civils et politiques. Sans garantie des droits civils et politiques, il n'y a pas de tel droit, il n'y a pas de démocratie. En tant qu'universitaire, je trouve que le Sénégal est sorti du modèle de la démocratie depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, parce que depuis bien longtemps, en tout cas, on peut remonter la temporalité à 2012. Depuis 2012, les droits civils et politiques au Sénégal sont tous les jours piétinés, et c'est ça la réalité de notre temporalité et de notre modernité politique. Toutefois, les autres générations de droits de l'homme, les droits de créance, les droits de solidarité, etc., ce sont des droits qui ne peuvent pas être universels, ce sont des droits qui doivent s'adapter à la structure de l'État, à la structure de la société, et c'est la raison pour laquelle je considère à titre personnel que les droits de l'homme doivent être un moyen de lutte contre un référent épistémique occidental qui aurait vocation à, comment dirais-je, qui aurait vocation à s'étendre de manière uniforme partout, de manière tentaculaire partout, sans adaptation. Non, il faut adapter, et c'est cela même l'enjeu des droits de l'homme en Afrique. Et donc, parce que les droits de l'homme visent à capter le réel, la société, les imaginaires, la logique de l'harmonisation, la logique de l'adaptation doit toujours être préférée, à mon avis, par rapport à la logique de l'uniformité, par rapport à la logique unilatérale d'imposition. Et donc l'idée, elle est toute simple. L'idée est d'allier le commun et le multiple, d'allier, si vous voulez, l'universel et le particulier, d'allier, en d'autres termes, d'allier, de concilier les ressources dogmatiques communes, parce qu'il y a nécessairement des ressources dogmatiques communes, droit de vote, liberté de manifestation, ce sont des ressources communes à toutes les civilisations, à tous les États. Donc, de concilier ces ressources dogmatiques communes au particularisme africain, parce qu'il y en a des particularismes africains. J'ai parlé de devoir, la notion de devoir, et aussi un des particularismes africains, la notion de peuple, qui est éclaté, qui est atomisé. Il n'y a pas un peuple, il y a des peuples en Afrique. Et donc, cette conception du peuple correspond à une réalité africaine. Et donc, il y a des particularismes à promouvoir, des particularismes à penser, à côté, évidemment, de tout ce que j'appellerais des ressources dogmatiques communes que se partagent tous les États. Et donc, il y a une différence fondamentale, à mon avis, par rapport à cette dernière occurrence, entre l'approche occidentale des droits de l'homme et l'approche africaine des droits de l'homme. L'approche occidentale, pour résumer cette pensée rapidement, c'est que, contrairement en Afrique, les droits de l'homme en Occident sont centrés sur l'individu. L'individu des Lumières, le messianisme de l'individu arrimé à la culture judéo-chrétienne, alors qu'en Afrique, l'individu existe à côté du groupe. L'individu existe à côté du clan. Il y a des logiques communautaires, des figures communautaires à promouvoir à côté de l'individu. Et donc, à partir de ce moment-là, des notions telles que la dignité humaine, telles que la justice, telles que la tolérance, sont des notions de fraternité qui doivent avoir un contenu situé africain. Et donc, 3 solutions. Je sais que je vais peut-être pas, sûrement pas respecter le temps de parole qui m'était imparti, que je m'étais imparti, mais j'essaie de parler, si ça ne dérange pas le modérateur, un peu plus longuement pour intégrer également les éléments de la communication que mon collègue Abdou Aziz Diouf allait faire, donc pour parler un peu plus longuement. Donc, 3 solutions très rapidement. Monsieur le modérateur, ça fait 15 minutes que je parle. 3 solutions pour une meilleure appropriation africaine des droits de l'homme. 3 solutions. Première solution, c'est qu'il faut peut-être penser les droits de l'homme à partir de la critique traditionnaliste des droits de l'homme. La critique traditionnaliste, cela vise à promouvoir une approche solidariste des droits de l'homme.
C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, concevoir les droits de l'homme à partir de certaines figures communautaires, peuples, minorités, personnes handicapées, enfants, détenus, peuples autochtones, réalité qu'on partage avec les peuples d'Amérique latine. Et donc l'idée ici est de dire que l'universalisme, ou l'humanisme plutôt, l'humanisme transcendantal à l'origine des droits de l'homme, ne pourrait exister que dans une société uniforme. Or, on est dans une société monde, une société protéiforme, une société avec des composantes différentes. Donc, il est impossible de plaquer cet humanisme transcendantal en Afrique de manière désincarnée, sans le situer. Et donc, il y a une nécessité de socialiser les droits de l'homme, de socialiser les droits de l'homme et d'inscrire l'individu. C'est ça la conciliation dont je parlais, la conciliation, d'inscrire l'individu par rapport et de le concevoir, de le penser par rapport à la famille, par rapport à la collectivité, par rapport à l'État, par rapport à la communauté internationale. Toute chose d'ailleurs que la charte a voulu faire à travers, je vous invite à la lecture des articles 27, 28 et 29 de la Charte africaine des droits de l'homme qui essayent de promouvoir cela. Et donc, les droits individuels seraient solubles dans les droits collectifs. Et les droits individuels et les droits collectifs seraient interdépendants. Juste un exemple, le droit au développement. En Afrique, le droit au développement revendique aussi bien une application collective qu'une application individuelle. Et il faut le dire aussi, cette socialisation, cette collectivisation, c'est ça le mot que je cherchais, cette collectivisation des droits de l'homme n'est pas sans conséquence. Les droits de l'homme ne se percevraient plus automatiquement comme un outil de libération abstraite de l'individu, pas seulement, l'autodétermination de l'individu, parce qu'il s'agit de ça lorsqu'on parle de droits de l'homme, d'autodétermination de l'individu. L'autodétermination de l'individu, l'autodétermination de l'homme est pensée à partir du groupe et non pas ex nihilo. Et donc, il faut assumer qu'en Afrique, il existe un cogito collectiviste. Pas un cogito simplement personnel, individuel, mais un cogito collectiviste. Vous m'excuserez cette contradiction, cette aporie, parce que le cogito est nécessairement personnel, mais comme les droits de l'homme ne sont pas assis que sur l'individu autocentré, l'individu des Lumières, l'individu qui a tous les droits, l'individu qui n'a pas de devoir, en tout cas proclamé par les textes internationaux, il doit y avoir, et vous m'excuserez de cette aporie, un cogito collectiviste, un individu dans le groupe, un individu dans la communauté, un individu dans l'État, un individu dans la famille, et c'est ça qui fait le charme des droits de l'homme. C'est ça qui est le nœud gordien de cette entreprise de décolonisation des droits de l'homme en Afrique. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est penser les droits de l'homme à travers la critique tiers-mondiste et relativiste. La critique tiers-mondiste, c'est-à-dire, cette critique, elle est fondée sur la dénonciation de l'impérialisme occidental. Et cette critique tiers-mondiste a pu se consolider à travers quelques avancées normatives sur la construction de l'État. L'État construit comme outil normalement de libération. Et cette critique s'est transformée en une critique même du concept d'État, assimilé à un modèle imposé. Et donc, concevoir les droits de l'homme à travers la critique tiers-mondiste pour dire que comme l'État, les droits de l'homme doivent échapper à cet impérialisme occidental. La question de l'homosexualité, la question de la liberté, du transsexualisme sont des questions qui sont transportées par l'univers des droits de l'homme et qui doivent nécessairement être situées par rapport à des réalités négro-africaines. Et donc, il y a un outil de résistance intellectuelle épistémique à nourrir, à avoir par rapport à cette tendance hégémonique de certaines valeurs qui ne sont peut-être pas les valeurs africaines. Et d'autre part, il y a une critique relativiste qui propose une approche culturaliste des droits de l'homme. Et l'idée est de dire ici, je pense en avoir parlé, que l'uniformité normative ne peut être la solution. L'uniformité normative, l'universalisation ne peut être la solution sauf pour les droits civils et politiques. Et des exemples, il y en a beaucoup. La liberté de conscience, ça dépend d'un État à un autre. La liberté de religion, ça ne peut dépendre que d'un État à un autre. La liberté de penser, ça ne peut dépendre que d'un État à un autre. La propriété, le rapport à la terre, qui est un rapport ancestral, qui est un rapport culturel, un rapport traditionnel, un rapport historique,
Ça ne peut dépendre que d'un continent à un autre. Et donc, il n'y a pas de schème universel qui doit s'appliquer irrémédiablement sans une forme d'adaptation culturelle, de réappropriation par rapport à des valeurs qui doivent être endogènes. Et donc, il y a un code culturel à promouvoir. Il y a un code culturel à promouvoir à côté de cette promesse des droits de l'homme, de cette promesse universaliste des droits de l'homme, un code culturel local, qui ne doit pas, à l'évidence, entraîner un relativisme débridé. Ce n'est pas parce qu'il doit y avoir un code culturel, un patrimoine culturel propre à chaque État, propre à chaque continent, que ça doit être l'occasion de donner l'opportunité à penser les droits de l'homme à travers un relativisme débridé, c'est-à-dire chacun ferait ce qu'il veut. Non, je ne veux pas dire ça. D'ailleurs, il y a des limites. Il y a nécessairement des limites. Il y a, comme les crimes d'honneur qui doivent être proscrits, comme les mutilations génitales qui doivent être proscrites, comme les mariages forcés qui doivent être proscrits. Mariage forcé qui est devenu même un crime autonome lorsqu'on parle du champ des incriminations internationales. Dans l'affaire Dominique Ongwen, vous savez, l'enfant soldat qui avait bien grandi et qui a été considéré comme auteur de crimes internationaux, des crimes internationaux qu'il avait commis vraisemblablement avec Kony au nord de l'Ouganda. Il a été jugé par la Cour pénale internationale, notamment pour des crimes de mariage forcé et même pour des crimes de grossesse forcée, pour dire à quel point il y a effectivement un patrimoine universel à sauvegarder, indéniablement. Mais je dis simplement, à côté de ce patrimoine universel à sauvegarder, à promouvoir, à côté de ces droits civils et politiques, il doit y avoir aussi un code culturel local, et c'est tout le charme de cette entreprise de décolonisation, l'existence d'un code culturel local. La définition, la détermination d'un code culturel local, l'identification des éléments qui constitueraient un code culturel local, c'est ça qui permet de faire nation et ça qui permet d'adapter les droits de l'homme aux réalités socio-anthropologiques africaines. Et enfin, troisième solution, je m'en arrêterai par là, c'est prendre en compte la notion de peuple en Afrique. En Afrique, la notion de peuple est différente de la notion de peuple en Occident. Le Conseil constitutionnel français, dans une décision de 1991, avait décidé à propos du peuple corse qu'il y avait à maintenir, à rendre intangible le principe de l'indivisibilité du peuple français, l'indivisibilité de la République. En Afrique, le peuple ne correspond pas à un schéma indivisible. Il n'y a pas qu'un peuple-État en Afrique. Il y a aussi bien un peuple-État qu'un peuple-communauté, un peuple-clan, un peuple-groupe, un peuple-ethnie. Il y a une atomisation du peuple. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas d'État-nation en Afrique. Il y a des États multinationaux, des États multiethniques. Donc, la conception de la notion de peuple participe à cette décolonisation pour rendre compte de la composition sociologique des sociétés africaines. Et les peuples ont des droits. Les groupes, les ethnies, les communautés ont des droits. En Occident, le groupe n'a pas de droit, le groupe n'a pas d'existence, le groupe ne correspond pas à une entité juridique. En Afrique, les peuples ont des droits. Et lorsqu'on parle de peuple avec des droits, il ne s'agit pas simplement de parler du peuple-État, de la population. Il s'agit de parler des communautés qui composent la population, qui composent l'État. Juste un exemple, et j'en terminerai par là définitivement, Maître Kabou qui s'impatiente. Le peuple ogoni n'a-t-il pas été reconnu comme pouvant revendiquer devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 13% des revenus du pétrole? La réponse est oui. Pour dire que très souvent, dans la jurisprudence africaine en matière de sauvegarde des droits de l'homme, il y a des communautés qui saisissent des entités quasi-juridictionnelles comme la Commission africaine ou juridictionnelles comme la Cour africaine qui revendiquent des droits qui leur sont propres, des droits qui leur appartiennent depuis très longtemps. Et c'est dire que c'est une réalité africaine aussi, et ça participe à cette entreprise de décolonisation. Oui, lorsqu'on parle de droits de l'homme, il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs, et ça, c'est une originalité africaine. Oui, lorsqu'on parle de l'individu comme destinataire des droits de l'homme, en Afrique, il y a aussi bien l'individu que le groupe. Les droits individuels doivent être pensés à l'aune des droits collectifs. Et oui, effectivement, la notion de peuple correspond à une réalité bien africaine de peuple atomisé, de peuple communauté, loin
de la notion de peuple dans d'autres contrées, dans d'autres civilisations, dans d'autres États, comme la France notamment. Je suis désolé d'avoir parlé plus longtemps que prévu et c'est l'économie de quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Alors, merci beaucoup, cher ami. Je dirais bien, cher ami, professeur modèle. Alors, quand vous avez proposé votre